beer and wine. Des meurtres et du vin. Et bonsoir. And is it night? Il est 14h, 15h, 16h. 16h. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile. J'ai pas un horloge. Non, lire l'heure, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas quelque chose de... Je l'ai pas lu et dit incorrectement 2 fois. Je savais pas quelle heure il était, c'est tout. Il a marqué 16h. C'est bon, fous-toi de ma gueule direct, quoi. Oui, bah sinon, c'est pas drôle. Non. C'est d'autres... Alors, moi, je voulais, dire, si jamais il y a des gens qui nous découvrent, là, imagine, ils tapent des meurtres d'humains complètement de manière... Moi, c'est souvent ce que je recherche. Bah oui, exactement. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on est un podcast criminel, enfin, où on parle d'affaires criminelles, où on mélange, crime. Voilà, true crime, comme on dit en français. Pardon. Où on mélange de l'humour. Alors, on se moque pas, bien sûr, des victimes, mais c'est notre comment dire, banter, notre communication avec Sarah. Notre échange, on a voilà. rigolé des choses un peu dark et un peu il faut savoir qu'on est amis depuis 20 ans. Voilà. Et je pense qu'une grande partie de l'amitié aussi, c'est parfois rigoler des choses qui sont pas forcément rigolotes. Voilà. Donc c'est une manière de fonctionner. Voilà. Donc c'est vraiment ça, et c'est comme ça qu'on aime bien aborder la chose. Donc parfois il y a des choses qui sont drôles ou comiques dans... Parfois elles le sont pas, mais on va trouver. Voilà, 2 optimistes. Voilà, c'est le challenge. Qui trouvent le fun dans les plus recoins, les plus dark. Les plus dark de l'histoire de notre société. C'est ça, exactement. Et puis, on n'est pas seul, parce que le true crime, ça Alors, ça, c'est un truc... J'ai écouté un podcast qui avait été recommandé par une amie à nous, et que j'ai pas vraiment aimé. Et dans ce podcast, qui est très populaire, d'ailleurs, ils racontent que, selon eux, le true crime, c'est une des pires choses qui est arrivée à notre société, et que c'est une des raisons qu'il y a plus de meurtres. J'ai ri. N'importe quoi. Ouais, j'ai ri en entendant ça comme les Américains quand ils disent que c'est les jeux vidéo qui mènent aux tireurs dans les écoles. C'est ça. Stop, quoi. Le true crime, ça fascine depuis la nuit des temps. C'est depuis qu'il y en a. Moi, parce que j'en écoute, je suis pas devenue pour autant meurtrière, toi non plus, mon mari non plus. D'ailleurs, les millions d'écouteurs de true crime ne sont pas des tueurs. Mais je pense qu'on a besoin, en tant qu'humain, de parfois regarder les choses en face de nous qui semblent plus horribles, plus terribles, et ça nous fascine. On en a parlé au premier épisode. Et voilà, ça m'a interpellé comme quelque chose de ridicule. Complètement ridicule. Donc, pour ce podcast, j'ai juste à dire « Thoughts and prayers ». Thoughts and prayers. Parce que c'est ce qui aide, apparemment. Voilà, dépenser des prières, parce qu'à chaque fois aux États-Unis qu'il y a des gens qui meurent par balle, les politiciens disent « On vous envoie nos pensées et nos prières », et ça sert pas à grand-chose. Non, juste déréguler, mettre des lois en place pour que les zinzins puissent pas prendre d'armes, et puis après, ça ira mieux. Voilà, donc thoughts and prayers pour ce podcast, mais pas de like ni subscribe. Voilà, par contre, le nôtre, liker, subscriber, de ouf. Vous mettez toutes les étoiles possibles. S'il y a 12 étoiles possibles, vous en mettez 12. Voilà, Charlotte, c'est une première de la classe, elle a besoin de reconnaissance. S'il vous plaît, donnez-moi mon bon point, merde. I want a star. Yeah. Donc, moi, je vais parler d'une affaire. Il faut dire qu'il n'y a que toi aujourd'hui. Il n'y a que moi aujourd'hui. Voilà, moi je suis peinard. C'est nécessaire parce que c'est très long. Alors attends, maman? Ah, oui. Maman. Marie. C'est vrai que t'es pas ma maman, mais bon. Marie, on boit un blanc de Bordeaux, un Sauvignon blanc, 2021 pour le millésime. Ça s'appelle Château Grand Renon. Alors, on va voir si c'est un grand Renault ou pas. Je vais l'ouvrir pendant que Charlotte va nous parler de son affaire. Exactement. Alors, moi, j'ai choisi cette affaire parce que il y a quelques jours, cette personne est morte. Ah, Berlusconi. Non. T'imagines? Je suis sûre qu'il en a tué. Je vais parler d'Adolf Hitler, non. Il y a quelques jours, il est mort? Oui. Tu savais pas? C'est combien de temps pour la cyanide, hein? Non, je vais parler du Unabomber. Boum! Ah, Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, qui est mort il y a quelques jours, à 81 ans. Apparemment d'un suicide.
Alors, ce que j'aime bien dans les États-Unis, la peine de mort existe, mais Ted Kaczynski, c'est selon l'État, hein, mais Ted Kaczynski, non. Lui, il a juste pourri en prison alors qu'il a tué. Mais pourquoi? Et je te dirai ça à la fin. Ah, bah alors j'arrête de parler. Ouais. Interrompre, non. Hein. Tu peux interrompre quand tu veux. Go. Pas trop? Oui. Qu'est-ce que tu... J'ai appris la leçon. Voilà, toi-même, tu sais. Oui. Donc voilà, Ted Kaczynski, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assez fascinant. Il a terrorisé à lui tout seul les États-Unis pendant 20 ans. Ouais. C'est la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Tu m'étonnes. Plus qu'Osama Bin Laden? Ouais. Ah ouais. En fait, pendant, ça a duré 20 ans pour la même personne, alors qu'Osama Ben Laden, j'imagine, déjà, il a été tué. Oui, mais à l'étranger, moyen quand même énorme, une guerre commencée pour lui. Enfin, si tu mets les trucs bout à bout. Ted Kaczynski gagne. Ok. Sacré Ted. Sacré Ted. Il est même devenu une icône pop. Il y avait des t-shirts avec son mugshot, voilà. Et certaines personnes voulaient même qu'il soit président. Alors. America! Fuck yeah! Qui est Ted? Tu connais cette chanson? Oui, le truc avec les gars de South Park, là. Ouais. America! Fuck yeah! Donc, qui est Ted Kaczynski? Donc, il est né le 22 mai 1942 dans la banlieue de Chicago. Un bébé, une famille sans histoire. Mais à l'âge de 9 mois, Un bébé sans histoire, enfin, ça va sans dire. Il y en a, c'est des trucs du cul. Ils sont nés, c'est des petits connards. Lui, franchement, trop tranquille. Il avait des petites joues en plus tout mignonnes, là, comme ça. À l'âge de 9 mois, il développe un urticaire assez grave qui l'oblige à être placé en isolement pendant... Alors, c'est là où, pareil, je sais que je me répète, que à chaque fois, je vais dire j'ai 2 sources différentes. Mais à un moment donné, je vais pas en faire 12. Hein, ce n'est pas mon métier d'être dans la recherche pour mes affaires. Donc, il y en a qui disent quelques semaines et il y en a qui disent qu'il a été placé en isolement pendant 8 mois. C'est pas on s'en fout, enfin. C'est pas quoi qu'il en soit. On fait ça pour s'amuser. Voilà. Quoi qu'il en soit. Si vous voulez fact-checker, ça s'appelle google.com. Si ça vous plaît pas parce que je suis pas précise, écoutez autre chose. Mettez pas d'étoiles. Non, si, mettez 5 étoiles et cassez-vous. Alors, ça a pas été top au niveau de son développement. Et effectivement, quand t'as 9 mois que t'as un bébé, t'as besoin d'être avec ta famille, ta mère en tout cas. Donc, il va même ton père, mais c'est vrai que la maman... la maman, t'as quand même un attachement avec le bébé qui est important. Donc, à l'âge de 9 mois, ça j'ai déjà dit, il va développer une altération de la personnalité. À 9 mois? À 9 plus 8 mois peut-être. Ok. En fait, on va pas rester sur un timeline très strict dans cette histoire. Mais à un moment dans son enfance, jeune... en fait, quand il est ressorti de cet hôpital, apparemment les parents voulaient lui rendre visite, mais les infirmières ont dit non, on s'en occupe, on soigne ce bébé, cassez-vous. C'est peut-être particulier à Ted parce qu'il faut savoir que c'était un génie. Donc peut-être que... Je suis pas encore. Okay. Là, il est bébé encore. Okay. Et il sort de l'hôpital et en fait, les parents ont remarqué une différence entre le bébé Ted d'avant l'hôpital et bébé Ted après l'hôpital. Genre, il avait... Ça tient ma route. Voilà, il avait plus d'émotions, tu lui faisais gousi-gousi, il en avait rien à faire. Bliba. Ceux qui aiment Friends comprendront. Donc, et on dit qu'un nourrisson qui ne crée pas de lien avec sa mère va développer un état de psychopathie comme mécanisme de défense. Donc, ça leur permet de ressentir aucune douleur ou tristesse, mais d'un autre côté, tu perds toute empathie. Ah. Et c'est ce qui s'est passé avec Ted. Ok. Donc, c'est un enfant surdoué, comme disait Sarah. Il a un QI à l'école de 167. Et il saute même 2 classes. Ce qui ne l'aide pas sur sa vie sociale, il le dira plus tard, il était vraiment isolé comme enfant parce qu'il était... pour les autres, c'était un cas particulier, quoi. L'isolement, c'est un peu un point important dans la vie de Ted. Très important. Donc, il entre à Harvard à 16 ans. Et il est considéré par ses colocataires et d'autres élèves comme quelqu'un de très intelligent, mais très réservé. Pas forcément antisocial, mais très réservé. Et très intelligent. Enfin, c'était un mec, il était vraiment, c'était une tête. À Harvard, Ted se porte volontaire pour participer à une expérience du département de psychologie conduite sur différents étudiants par Henry Murray. Et cette expérience, même Murray va la qualifier de psychologiquement abusive. En gros, qu'est-ce que c'est que cette expérience? En fait, il se retrouvait toutes les semaines, et Ted l'a fait ça pendant 3 ans, et il demandait aux étudiants, donc c'était des étudiants qui étaient sensibles aux
aux études et aux dossiers un peu de la société, etc. Donc, il leur demande de préparer des essais sur leurs espoirs, leurs rêves, des discussions philosophiques pour qu'elles soient débattues. Et ensuite, c'est donné à une personne qui passe toute l'expérience à dénigrer le sujet et l'essai en disant, là, votre truc, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, je vois que de toute façon, vous n'avez... votre intelligence est complètement surfaite, c'est débile. Genre, la plupart de personnes qui travaillent dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Genre, en fait, les adolescents de 14 ans, quoi. C'est nul. Toi, t'es nul, tu n'as pas de marque. Oui, en même temps, c'est rude. Et en fait, Ted, surtout, avait passé toute son enfance et son adolescence avec sa seule, son seul trait de caractère, c'était son intelligence. Et le fait que quelqu'un lui dise qu'il était débile, que tout ce qu'il disait, ça ne tenait pas la route, ça l'a vachement perturbé. C'est le cas pour tout enfant génie, en fait. Ouais, c'est leur trait de caractère. Et d'ailleurs, souvent, les personnes génies, ils vont éviter de faire des choses pour la première fois par peur de ne pas bien les réussir, parce que la réussite, c'est tout ce qu'ils ont. Et ouais. Autre sujet. Et cette expérience a même été liée à MK Ultra, qui est le nom de code d'un projet de la CIA qui voulait développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit et des techniques d'interrogatoire pour les terroristes, pour machin. Intéressant. Ouais, super intéressant. J'annonce de Attention. T'en veux? Oui, s'il te plaît. Oui, il ne nous en reste pas beaucoup. Oui. Alors, donc là, on est sur une expérience qui a été liée quand même à la CIA, dont Ted a malheureusement fait partie. Donc ils sont aussi filmés et on leur montre leur réaction en vidéo tout en continuant de les rabaisser. Oh my God. C'est des techniques de torture interrogatoire qui sont testées sur des étudiants. Ouais, torture émotionnelle complètement, parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a un super documentaire sur Netflix, si vous voulez regarder, sur Ted Kaczynski, qui s'appelle Unabomber, sa vérité. Il y a même un agent de la CIA qui en parle et qui dit qu'il a utilisé cette même technique par Henry Murray, qui a été testée sur Ted Kaczynski, sur des terroristes d'Al-Qaïda. Ah ouais, quand même. Ouais, non, c'était un truc qui était assez violent. On s'interroge un peu moins sur c'est une explication. Exactement. Okay. Donc, pendant 3 ans, Ted va faire ses séances toutes les semaines. Donc, on compte plus de 200 heures d'expérience sur lui. Énorme. Ouais. Donc, on a déjà compris, il est très intelligent, mais vraiment très, très intelligent. Donc, il obtient son diplôme d'Harvard en mathématiques en 3 ans. Et à 25 ans, devient docteur en mathématiques à l'Université du Michigan. D'accord. Il devient aussi l'assistant professeur le plus jeune de toute l'histoire de l'Université de Berkeley en Californie. Ah, super. Ouais, non, il était incroyable. Je savais qu'il était brillant, mais... Donc, ses étudiants à Berkeley n'étaient pas fans de lui parce qu'en fait, il était quand même particulier comme personne, donc il se sentait pas compris, donc il démissionne 2 ans plus tard et il retourne vivre chez ses parents. Et c'est à ce moment qu'il commence à écrire des manifestes anti-technologie. T'imagines aujourd'hui? En fait, c'est ça qui est fou. Bon, on va en parler plus tard. Donc là, il va falloir me suivre un petit peu sur cette période-là, parce que moi, c'était quelque chose dont j'étais pas du tout au courant, et qu'ils en parlent dans le documentaire. Donc, comme il n'avait aucune relation avec des filles, il était, comme on disait, il était quelqu'un de très isolé, très seul. Bien sûr qu'il n'arrivait pas à draguer. Apparemment, une fois, dans une bibliothèque, il a essayé d'avoir le numéro d'une fille pour lui dire qu'il l'aimait bien. Elle l'a complètement rabaissé, donc... This is the OG incel. C'est ça. Ok. Complet. Et il s'est mis en tête, et c'est là où c'est particulier, de changer de sexe, de changer de genre. Et il avait un journal où il écrivait vraiment tout dans le détail, qui a été retrouvé par la suite. Donc il n'était pas du tout transgenre, c'est juste qu'il fantasmait le fait d'être une femme alors c'est là où il faut vraiment suivre, c'est vraiment pour avoir une relation avec une femme qui serait lui-même. Qui serait lui-même, en fait, parce qu'il n'a jamais réussi à en avoir une normale. Comme quoi, il y a certains types d'intelligence, mais pas tous les types. C'est particulier, ouais. Donc, il voit un psychiatre pour lui en parler, et au dernier moment, il dit non, finalement, je ne veux pas le faire, je ne veux plus en parler, etc. Et là, il commence, par frustration, par incompréhension, etc., à développer une colère noire et très violente envers ce psychiatre. Dans son journal, il parle de tuer ce psychiatre. Et en fait, le fait d'avoir ressenti cette colère et cette envie de tuer, il décrit ça comme sa propre résurrection du phénix, quoi. Enfin, sa nouvelle vie, en fait, son nouveau lui.
D'accord. Il a ressenti énormément de plaisir et de paix intérieure dans le fait de s'imaginer tuer quelqu'un. Ah, ok. Donc, et ça lui donne de l'espoir et c'est une sensation de supériorité qu'il a par rapport à cette personne. Et à partir de ce moment, il se met en tête de tuer et idéalement sans se faire repérer. Il aimerait bien tuer et recommencer. Bah, il a réussi son coup, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est assez typique. Chez les tueurs en série, quand on sait à partir de quel moment ils ressentent cette envie de tuer, on sait qu'ils vont pas le faire comme ça, là, hop, je croise quelqu'un dans la rue, il fait quelque chose que j'aime pas, hop, je le tue. En fait, ils planifient, Prémédite. ils patientent. Et en fait, même le fait d'y penser, d'y réfléchir, ça fait partie de l'excitation. Ça fait vibrer. C'est ça. En 1971, il achète un terrain dans le Montana. Vraiment faut imaginer cet endroit, c'est dans la pampa, dans la forêt, il n'y a rien autour, il est seul. Il construit une cabane en bois, sans eau, sans électricité. Donc là, tu te souviens, le Airbnb de Dombasle, c'est pire. Et là, il mène la vie on tire dessus le plafond. Oui. Non, il n'y a pas de voisin. Donc déjà, c'est mieux, remarque. Là, il mène la vie d'un quasi-ermite. En fait, c'était la vie à laquelle il voulait tendre. Thoreau, Golden Pond, Unabomber version. 3 étoiles. Mais et il avait quelques voisins, en fait, des voisins un peu éloignés. Par exemple, il y avait un voisin qui s'appelait Butch Gehring, je crois, qui avait une... Sorry, je suis rigolo parce que tu t'appelles Butch. Ouais, c'est tellement américain. Et en plus, Butch avec la casquette de trucker, ça a vraiment le Butch de fou, quoi. Et il avait comment t'appelles, une scierie. Il avait une scierie, Lumberjack, Mill. Ah oui, il avait une scierie. Une truc pour couper les arbres. Un moulin. Couper les arbres, ouais. Et du coup, Ted n'aimait pas ça parce qu'il coupait les arbres, parce que c'était des arbres qui étaient centenaires et que c'était pas un respect de la nature et de l'écologie, etc. Oh, là, je le rejoins un peu, Ted. Hein? Ah, mais sur beaucoup de choses, c'est là où c'est intéressant. Je sais, ouais. On va le rejoindre, Ted. En fait, c'est ça, cette affaire est ultra intéressante. Donc, depuis sa cabane et son terrain dans le Montana, il s'est mis à apprendre tout ce qu'il peut sur les formes de survivalisme possibles, comment traquer le gibier, comment identifier les plantes comestibles, comment... je pense qu'il a dû avoir le petit guide de MacGyver pour tout construire. Si Ted Kaczynski était aujourd'hui en vie et pas de Unabomber, il aurait eu une chaîne YouTube de malade. Salut les loulous! Un nouvel épisode. Les maths, le survivalisme, voilà, fais la liste, quoi. Ça aurait été trop bien. Ah, mais clairement, le gars, il met un bon éditeur, c'est bon, quoi. En plus, il était un peu beau gosse. Et là, il aurait été influenceur, et là, il aurait pu baiser, pas de problème. Mais oui, il avait rien compris. Dommage. Il aurait dû faire une chaîne YouTube. Donc du coup, voilà, très fan de tout ce qui était MacGyver. Je construis tout avec un cœur dans une ficelle en même temps. On était et un slip de MacGyver. Il était tellement beau. J'étais amoureuse de lui. J'ai jamais vu une seule épisode. J'étais vraiment petite, mais je sais que j'étais fan de lui parce qu'il représentait, tu vois, le mec. C'était les cheveux. Ah, elle a coupe mulet, évidemment. Donc, il lit aussi énormément de livres sur la sociologie, la politique philosophique et l'anarchisme. Et il avait même retrouvé un écrivain français. J'ai plus du tout son nom là, mais c'est dans le documentaire et dont il était fan. Et il croit, pour lui, sa croyance, c'est que la violence était le seul moyen pour les vrais révolutionnaires de se faire entendre. Ce qui en soi est pas faux. Ça dépend de comment on peut se faire entendre. C'est parce qu'en fait, sur tout ce qui est question de l'écologie, etc., en soi, quand tu fais juste des pétitions... Gandhi. Dans la société dans laquelle on est, malheureusement. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Il y a d'autres manières, mais oui. Allez. Ça, c'était pas très bien pour lui. En mai 78, un paquet est retrouvé sur une place de parking à l'université de Chicago, qui est adressé au professeur Smith, mais qui a une adresse de retour au nom du professeur Christ. Donc, on ramène le paquet au professeur Christ, et lui, complètement confus, il dit « j'ai jamais envoyé ce colis, c'est quand même suspicieux. » Il appelle la police. Un policier du nom de Terry Marker ouvre le paquet qui explose. Putain, alors, juste si je peux dire, moi, je reçois un colis suspect que j'ai pas commandé. Ma première réaction, c'est pas d'appeler la police. C'est pas de la ramener à la police. Moi non plus. C'est quand même incroyable. Moi, je vais l'ouvrir. Moi, c'est d'ouvrir, c'est genre, yes, j'ai un colis gratuit. Ou au moins, c'était marqué à son nom en plus. Lui était en adresse de retour. Trop bizarre. Ouais.
OK. Il n'a que des blessures légères à la main, donc il n'est pas décédé. La deuxième bombe sera trouvée par John Harris, qui voit une boîte de cigares devant son bureau. Il se dit « Ah, ça ferait une bonne boîte à stylo, ça ». Donc la bombe explose quand il la récupère, mais ça fait pas trop de dégâts et Harris sera juste un peu brûlé. Donc Ted, il avait un journal dans sa cabane qui était codé, comme le tueur du Zodiac, avec des chiffres. Et il disait qu'il était déçu pour l'instant parce que ses bombes ne marchaient pas. Donc, il voulait faire beaucoup plus de dégâts que ça. Et du coup, il a mis une bombe dans le cargo d'un vol d'American Airlines faisant Chicago-Washington. Ah. La bombe était câblée avec un altimètre pour qu'au bout de certains... Ah oui, une certaine altitude. Ça explose. Mais elle a eu un problème, un défaut mécanique, donc elle n'a pas explosé. Il est à ses débuts, hein, il ne s'est pas perfectionné encore. Et on est tous passés par nos débuts. Voilà, il faut lui laisser le temps de voilà. C'est un stagiaire dans la meurtre. Exactement, pour l'instant. Et puis c'est pas mal, tu vois déjà ce qu'il fait. Faut pas lui enlever ça. Donc ça a juste fait de la fumée, l'avion a pu atterrir sans problème. Heureusement, parce qu'en étudiant la bombe de plus près, les spécialistes ont dit que ça aurait pu complètement détruire l'avion en plein vol. Alors, c'est à ce moment qu'une task force est nommée pour arrêter la personne qu'ils appellent à ce moment-là le Unabomber. Et pourquoi Unabomber? Pour University and Airlines Bomber. Ah, je savais pas. Je suis contente de te l'apprendre. Donc, au début, ils ont beaucoup de mal à établir un profil parce qu'il n'y avait même pas de lien entre les victimes. C'est tellement random que ça n'a aucun sens pour eux. Et ce qu'ils disent aussi dans le documentaire, c'est que ce mec était tellement fort qu'il ne laissait aucune trace. Il faisait ses bombes avec des gants, il laissait même pas un cheveu, un poil, rien. Donc entre 81 et 85, il arrive à envoyer 6 bombes, dont 4 explosent et ont gravement blessé des victimes, mais pas de mort. La 11e bombe... On n'est pas encore à la partie du meurtre et du vin. De 20, non, pour l'instant, on a fait le 20. Et là, j'arrive au meurtre. La 11e bombe sera le premier décès dû au Unabomber. Donc le 11 décembre 85, Hugh Scanton, un propriétaire d'un magasin informatique de 38 ans à Sacramento, il voit un paquet sur son parking qu'il veut virer de là parce que ça fait genre un déchet, quoi. Et il ne sait pas que c'est une bombe remplie de clous qui explose. Quand il attrape le paquet, il meurt sur le coup. Je me souviens de l'histoire des clous. Ouais, il a beaucoup fait de bombes avec des clous à l'intérieur. C'est là où il a découvert que c'était plus efficace. Là, Ted commence à marquer les tubes et en fait, il mettait des petits bouts de métal où il poinçonnait dessus FC. Les initiales FC. Et ce qu'il voulait? Ce qui voulait dire Freedom Club. Mais certains disent que ça voulait aussi dire Fuck Computers. Ah, ok. Donc voilà, il y avait les deux, mais il se disait qu'il revendiquait le Freedom Club. Ouais, ok. En 87, une attaque similaire dans un autre magasin informatique à Salt Lake City. La bombe est déguisée en un gros bout de bois et elle explose sur le propriétaire du magasin qui se retrouve avec plus de 200 pièces de métal dans le corps. Mais il meurt pas. Putain, oui, mais bon, quand même, les séquelles. Ah ben, les séquelles de ouf. Enfin, tu vois, ils l'ouvrent, ils vont enlever tous les aussi. Il y a la partie métal, mais il y a le bois. Horrible. Donc, une femme pas loin du magasin se rappelle avoir vu un homme avec un sweat à capuche et des lunettes d'aviateur laissant un sac au magasin. Et c'est le premier croquis. C'est ça. Lui. Ouais, et c'est la seule témoin qui verra le Unabomber. De toute son histoire, je crois. Et voilà. Ouais. Et complètement. Et c'est d'elle que va venir le fameux croquis qui va devenir célèbre. Donc, d'ailleurs, de ce croquis, vu que les gens se sont appropriés son histoire et son combat, c'est là où je dis qu'il va devenir une icône pop, populaire. C'est qu'il y a eu des t-shirts, des casquettes. Les gens se sont complètement attribués ce croquis, ce mugshot plutôt croquis du Unabomber. Donc Ted va faire une petite pause de 6 ans, quand même. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 6 ans. Il a dû tellement avoir de la joie des premiers meurtres qu'il a pu faire une pause. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a réfléchi sur ses prochains trucs? Je ne sais pas. Il a hiberné. Ted Amherst. En 93, il envoie 2 nouvelles bombes. Une à Charles Epstein, qui est un généticien de UC San Francisco. C'est dommage que c'était pas l'autre Epstein. Ouais, putain, c'est clair. C'est jamais les bons, de toute façon, qu'on tue. Et il perd quelques doigts. Et l'autre bombe est envoyée à David, et là, putain, son nom de famille, j'ai du mal. Gellertner. Désolée, mais c'est vraiment ça. Gellertner, un professeur d'informatique à Yale. Il perd la mobilité de sa main après l'explosion. Donc là, le FBI comprend qu'il y a quand même
une cible précise, en fait. C'est des gens qui sont intelligents, qui travaillent dans l'informatique, qui sont généticiens, qui sont dans la technologie, en fait. Ouais. En 94, Thomas Mosser, qui travaillait dans une grosse boîte de com, reçoit un paquet chez lui dans le New Jersey. La bombe le tue sur le coup. Ted Kaczynski va envoyer une lettre au New York Times expliquant qu'il a envoyé une bombe chez Mosser parce que Mosser travaillait dans une agence de pub. Et cette agence de pub a aidé à rétablir l'image de Exxon, la compagnie pétrolière américaine. Et en fait, je sais pas si toi tu À cette époque-là, oui, il y avait Exxon Valdez. C'est exact. Ah, c'est bon, tu t'en souviens. Ouais. En fait, pour ceux qui connaissent pas, il y a eu un scandale sur la fuite de pétrole d'un paquebot près de l'Alaska, qui s'appelait le Valdez, qui a complètement détruit l'écosystème. C'était terrible ce qui s'est passé. Et donc ça, c'était du pétrole de Exxon. Et en fait, après, Exxon a voulu faire une campagne de pub pour un peu rétablir leur image. Et Mosser travaillait pour la compagnie, c'est la boîte de pub. Parenthèse, ça a très bien marché parce que Exxon, ils existent toujours. Ils existent toujours et tout le monde va bien et tout le monde les adore. Exact. Enfin, on les adore. On n'adore pas les pétroliers. Mais ils vont bien. Ils vont très bien. Ça n'a pas ruiné leur entreprise. La réputation et leur entreprise, ouais. Donc, juste après cette explosion, il va adresser une bombe au nouveau président d'un lobby forestier américain. Donc, pareil, on est toujours dans ce truc de l'écologie, en fait. Mais le paquet était adressé à l'ancien président qui venait de laisser sa place. Et le président qui a pris sa nouvelle place, Gilbert Grant Murray, va mourir. OK. Mec, ça fait une semaine qu'il est au boulot. T'es dégoûté, quoi. Putain. En 95... I don't know why I'm laughing. Because it is, it's a little bit funny. Une semaine au boulot, genre... T'es dégoûté. Merde. En 95, Kaczynski va envoyer une lettre à toutes les plateformes médias. Alors, quand je dis plateformes médias, les gars, c'est pas Facebook. Ils l'ont appelé The Manifesto. Donc, il va demander à ce que les plus grands journaux publient son essai de 35 000 mots, titré « La société industrielle et son futur », mais également appelé par le FBI le Unabomber Manifesto. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le manifeste du Unabomber et moi, je vous conseille de le lire. C'est très intéressant. T'as lu le truc en anglais? Ouais. C'est genre 40 pages. Bah, c'est très long, c'est 35 000 mots. Il dit dans sa lettre qu'il arrêtera tout acte de terrorisme si les journaux acceptent cette demande. Donc, en gros, il l'a envoyé au New York Post et au New York Times et au Washington Post. Donc là, on se doute, un gros pour parler au FBI. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Vas-y, lève le doigt. Je lève le doigt juste pour que je peux me tromper, comme souvent je me trompe, mais il me semble qu'ils l'ont publié. Oui, spoiler, Sarah. Ah, je t'appelais. Oh, une fois que je vais t'appeler spoiler, Sarah. Je vais pas dire les initiales parce que ça fait SS et SS, c'est pas très bien vu. Oui, en effet. Mais voilà, donc ils savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ce qui est normal. Est-ce qu'on cède à un tueur? C'est terrible. Est-ce qu'on veut en fait, c'est genre le Bernie Sanders, mais violent, quoi. Oui, et le Zodiac aussi a fait ça. Le Zodiac mais le Zodiac, c'est pas pareil. Tuer des couples, c'est pas du tout pareil. Là, il a envoyé une lettre. Il a envoyé des lettres en fait aux journaux et il a dit s'il est publié. Tu te souviens? Pas du tout. On n'était pas nés. Et il a dit si vous publiez pas, je continuerai, etc. Enfin, en gros, c'était un. Il a manipulé les médias. Ouais. Donc j'en parlerai après, mais bon, le Zodiac reste assez présent dans cette histoire. Donc, ils se disent, OK, on va publier cet essai, mais parce qu'en fait, jusque-là, le FBI avait zéro piste. Pas de piste, ouais, c'est ça. Même à la fin, enfin, je voulais le dire à la fin, mais Ted Kaczynski, quand il revoit son affaire traitée par le FBI, il dit, mais c'était une bande d'incompétents. Et on dirait notre podcast. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc et là, ils trouve aussi souvent qu'ils sont un peu incompétents. Et avec des gars beaucoup moins intelligents que Ted. Hein. C'est ça. Et du coup, là, le FBI se dit, vas-y, on leur dit de publier comme ça. Peut-être dans le manifeste, en fait, il va y avoir des choses qui vont faire que quelqu'un va le reconnaître. Donc, pour pouvoir l'identifier, des preuves pour l'identifier. Mais alors là, moi, c'est une partie que j'adore. Bob Guccione, le patron de Penthouse, s'est porté volontaire pour publier le manifesto. J'adore. Alors, Penthouse, c'est connu en France? Oui, il y en a Penthouse en France. Je suis persuadée. Je pense, hein. C'est Playboy, mais méga gras, quoi. Ouais, parce qu'autant Playboy, j'adore. Non, Playboy, c'est du soft porn. Ouais. C'est des filles, c'est des nénés, c'est un... Comme diraient certains garçons. Un petit peu du bas. Enfin, bref. Je regarde ça pour l'histoire. Oui, mais les histoires sont vraiment bonnes, mais hein, oui. c'est vrai.
Mais ils ont beaucoup de grands auteurs qui écrivent. Mais Penthouse, c'est genre la version balle ouverte, quoi. Version un peu, un peu cracra. Ouais. Et Marie, j'espère que tu as arrêté d'écouter. Oui, maman, c'est pas pour toi. C'est le Penthouse. Non. Je le regarde pas non plus, je tiens à préciser. Moi non plus. Et donc, Bob Guccione, qui est quand même, il a une vie aussi, si vous voulez vous intéresser à Penthouse, je pense que ça vaut le coup, c'est vraiment très intéressant. Donc, il s'est pensé pour... Mais t'as lu combien de trucs en faisant cette histoire? Non, ça, c'est des trucs que je connaissais. Bizarrement, depuis que je suis ado, je connaissais déjà l'histoire de Bob Guccione. Oui, et en fait, j'ai toujours été un peu attirée par ce genre. Guccione. Yeah, but Cooch, c'était plus drôle. Cooch, ça veut dire, c'est le Pikachu des femmes. Voilà. My flower. Mais Kaczynski lui a interdit car son magazine était beaucoup moins reluisant que le New York Times ou le Washington Post. Il avait des standards. Bah oui, attends. Et il a même menacé de poser une bombe si Penthouse le publiait quand même. Mais cette histoire est fou. Cette histoire est fantastique. J'adore cette histoire. Ah ouais, moi aussi. J'adore. D'ailleurs, je l'ai pas vu le Netflix, mais j'ai pas envie. Le tien est beaucoup mieux. Ah, je suis meilleure que Netflix. Où sont mes parts? I need my money, bitches. Donc, en septembre 95, les deux journaux, donc le New York Times et le Washington Post, publient le manifesto. Là, imagine, tu es... c'est quoi John? Un nom... Bob. You're Bob. Tu te lèves, il est 16h du matin, t'as assez de problèmes dans ta vie. Tu prends ton petit New York Times ou ton petit Washington Post en buvant ton café et tu dois te taper 35 000 mots. Je pense pas que la plupart des gens l'ont lu. Si, en fait, les gens étaient accros. Ça a été à mon avis, ils ne regardaient pas plus que les journaux disaient, les journaux télévisés, que de lire le manifesto parce que en fait, ça a été la plus grosse vente du New York Times et du Washington Post. Alors, après, c'était une époque où les gens lisaient plus qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ce qui est YouTube, machin. Je sais pas, après, je dis des généralités, j'en ai aucune idée. Non, on aime bien faire des généralités, on s'en branle. Oui. Qui va nous corriger, là? C'est vrai. Donc, dans son manifeste, je vous conseille de le lire, même en diagonale. C'est super intéressant, surtout avec l'œil qu'on a d'aujourd'hui. Il dénonce l'industrialisation massive et ses conséquences sur la race humaine. En fait, que la technologie a un impact négatif sur les gens et a même entraîné une vague de souffrance psychologique. Donc, en gros, il dit... Si vous écoutez nous depuis votre smartphone... mettez-nous... Voilà, on fait partie du problème. En fait, il dit que c'est pas forcément le téléphone en lui-même ou etc. Il dit c'est la surproduction, et ce qui est vrai. Le complexe industriel. Voilà, ce qui a mené aux problèmes qu'on connaît actuellement. Alors, FDR l'a dit en premier avec les militaires. Mais ça fait tellement Ça fait des cris d'alarme est là depuis longtemps. Que ce soit pour le climat, que ce soit pour même le coronavirus, on nous a prévenu qu'on allait avoir une pandémie depuis 2005. Tout ça, c'est prévisible, sauf qu'il y a des gens qui politisent tout ça à leur profit et qui disent que c'est des fake news, etc. Et on se retrouve dans la merde. Et ça sera pas le dernier. Donc, ça va pas aller en s'améliorant. Là, vous l'aurez appris ici en premier. Urgent news. Et il avait pas tort. Et beaucoup de gens se sont reconnus dans ce message. En fait, il y avait beaucoup, à cette époque-là, je sais pas s'il y en a encore, mais en tout cas dans les années... 90. Ouais, dans ces années-là, il y a beaucoup d'écologistes un peu... Greenpeace, voilà. Mais il n'y avait que ça. Il y avait pas les deux parts de l'histoire. Aujourd'hui, je peux pas dire tout le monde, mais l'écologie, ça fait partie de qui on est. Enfin, on comprend qu'il faut recycler, on comprend que peut-être il faut consommer moins. On ne fait pas ça, je dis pas. Mais on comprend. À cette époque-là, c'était des babas cool extrémistes, quoi. Et voilà, et c'est ça. Et en fait, il faisait beaucoup d'actions. Par exemple, quand il y avait une société qui voulait déforester un endroit, ces écologistes formaient des barricades, des barrières. Et ils s'attachaient aux camions. Enfin, il y avait vraiment des actions vraiment très concrètes et très extrêmes. Et je pense on a fait dans l'arbre. Ouais. Et tout ça, en fait, on a été désensibilisés à toutes ces actions parce que nous, on en a tellement vu, on a grandi avec ça qu'on est complètement insensible à tout ça. Je sais pas si on a été désensibilisés parce que, moi, en fait, aujourd'hui, on fait beaucoup plus qu'à cette époque-là. Donc, oui, mais ça a eu son effet, je trouve. Mais je pense qu'on est quand même, notre génération n'est quand même pas trop concernée. Peut-être les générations qui arrivent. L'écologie? On fait, mais on fait pas. Toi, tu l'es. Je pense que tu te rends pas compte parce que toi, tu l'es. Beaucoup, mais je pense que de notre génération, tu serais étonné de savoir à quel point les gens le font un peu ou pas, mais s'en foutent un peu. Ou si jamais tu as une action de Greenpeace sur la comédie,
grande place de Montpellier. Il n'y aura pas grand monde parce que les gens sont... De toute façon, Greenpeace et tous les autres Croix-Rouge qui t'accostent dans la rue avec les flyers, leurs abonnements, ils font chier tout le monde, moi inclus. Oui, effectivement, par contre, ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, je suis dans ma bulle, hein, très clairement. Moi, quand Trump a été élu président, je suis tombée des nues. Bien sûr. Ah, mais non. Mais c'est comme tout, tu vois, par exemple, quand on a parlé, même moi, tu vois, quand je dis que je suis végétarienne, il y a encore des gens de mon âge qui disent « Mais comment tu fais ?» Il y a vraiment ce truc d'incompréhension et de j'ai envie de faire comme d'hab. Ça, c'est peut-être vrai, mais on peut quand même dire qu'on a fait des pas de géant. Bien sûr, mais on devrait faire des pas de plus que géant parce que là, on est dans la merde. Oui. Donc bref, Ted Kaczynski, ce qui est comme beaucoup de scientifiques à l'époque, avaient déjà vu vers quoi on tendait, quoi. Donc comment ils ont retrouvé et arrêté Ted Kaczynski? Je sais plus du tout. Est-ce que c'est le travail du FBI? Non, je pense pas. C'était une connerie. C'était une... Là, ne dis pas si jamais tu reviens, tu vas pas me je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'est pas une connerie. En fait, c'est pas du tout par le travail du FBI, vu... En plus, l'argent qu'ils ont jeté... Enfin, pas jeté, mais qu'ils ont dépensé pour... Tu peux dire jeté. C'est juste incroyable. Donc, une femme appelée Linda Patrick se lève, fait son petit café, comme Bob tout à l'heure. Elle lit son journal du matin, elle tombe sur le manifesto, et elle trouve que le langage utilisé est quand même assez similaire aux lettres que son mari reçoit de son frère un peu chelou. Son frère un peu sur, tu vois, la manche, énorme. Un peu marginal. Et en fait, elle dit, putain, mais elle dit à son mari, elle fait, mais tu trouves pas qu'on dirait un peu, peut-être là, on dirait encore une de ces fucking cartes de Noël là qu'il nous a envoyées où il nous parle de la technologie. Ça manifesto sur la carte de Noël, quoi. Genre le gars, mais lourd à fond. C'est ça. Et du coup, son frère, en fait, ce qu'il faut savoir, je reviens un petit peu en arrière. Quand sa mère disait à son frère, il faut absolument que tu protèges Ted parce que Ted, il a eu un problème à l'hôpital quand il était bébé, etc. Donc son frère idolâtrait, c'était son petit frère, il idolâtrait Ted. L'enfant golden, l'enfant en or. Son petit frère idolâtrait Ted, il pouvait rien faire de mal, donc quand on lui dit ça, il dit c'est pas possible. Elle dit, David, chouchou, je crois que c'est ton frère, ce serait pas mal d'en parler au FBI. Au début, il refuse complètement d'accepter cette possibilité. Puis, il se décide d'envoyer des extraits des lettres de son frère au FBI de manière anonyme. En fait, il voulait pas que son frère comprenne que c'était lui qui avait aidé le FBI. Okay. Mais bien sûr, les médias vont rapidement faire fuiter l'info. Le 3 avril 1996, ils parviennent enfin à connecter Ted au Unabomber et ils l'arrêtent dans sa cabane dans le Montana. Donc ça, il faut que vous voyez les vidéos. Je me souviens de ce jour-là. Gros truc. Gros truc, ouais. Vraiment, il y avait à peu près 75 agents du FBI dans la forêt. Et des journaux, des médias. Tous. Ils étaient tous là. Donc, dans la cabane, ils trouvent tout ce qu'il faut pour faire de petites bombes sympathiques. Et la bombe numéro 17, prête à être envoyée. Plus l'original du manifesto écrit à la main. Et je parlais du Zodiac Killer tout à l'heure. Le FBI a pensé pendant une seconde qu'il pouvait aussi être le Zodiac Killer parce que géographiquement, il était en Californie, là où il faut. Au Montana. Non, à un moment donné, il était en Californie. Oui, voilà. Berkeley, ouais. Mais ils ont vite abandonné parce que les modes opératoires ne matchaient pas du tout. Bah non. C'est pas un pervers sexuel, même s'il est un frustré sexuel. Il est arrêté sous 10 comptes de mailing illégal de bombes, ce qui existe. J'adore, le gars, il tue plein de personnes et c'est mailing illégal. Alors, tant que vous mailez légalement vos bombes, ça va. Moi, je vais toujours prôner ça. Et 3 comptes de meurtre. Il est jugé à Sacramento fin 97. Et là, il y a un gros problème entre lui et ses avocats parce que ses avocats veulent plaider la folie pour lui éviter la death penalty. La pénalité de mort. Voilà. Et lui, il veut pas plaider la folie parce que ce serait une insulte de dire qu'il a pas fait tout ça avec toute sa tête. Parce que pour lui, il est très intelligent, toute sa démarche a une raison, etc. Pour lui, il est intelligent. Très intelligent. Et il veut absolument pas que sa cause soit moquée, en fait, de par une folie passagère. Mais il va plaider coupable pour éviter la peine de mort. Il reçoit 8 peines de prison à perpétuité. Sa cabane a été liftée par hélicoptère et elle est exposée au musée de l'information de Washington. Tout peut être une affaire touristique aux États-Unis. Il y a rien qui s'échappe. Je trouve ça aussi dérangeant. Oui, moi je trouve ça très dérangeant. Comme je disais, il a toujours critiqué l'incompétence du FBI dans cette enquête, et là il disait que la technologie était utile si elle était utilisée intelligemment et pas par des personnes incompétentes.
Ouais, bon courage. Fun fact, en 2012, il a répondu présent pour la réunion des 50 ans des élèves de sa classe de Harvard. Sur Facebook, il a eu une liberté conditionnelle pour la nuit pour aller faire la teuf. Voilà. En profession, il met prisonnier. Et c'est vrai. Ben oui, et il met ses 8 sentences de prison à vie comme trophée. Oh, I love Ted a little bit. Moi aussi. Je sais pas quoi penser de Ted. Vrai, mais je sais pas quoi en penser. En fait, en vrai, c'est que Ted, les moyens, forcément, je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Mais comme on peut dire de beaucoup de personnes, l'idée à la base, elle est pas mauvaise. Non, pas du tout même. Mais malheureusement, Ted manque ce côté empathique un peu, manque ce côté humain qui fait que il n'a pas pu à bon escient mener sa mission. Ce qui est un peu dommage. C'est ça, mais c'est là où toute l'affaire de Ted Kaczynski se dit, tu t'es tiraillé entre révolutionnaire ou tueur en série. Et je pense qu'il est les deux. Ce qui manque, pour le coup, c'est comme notre... Enfin, excuse-moi, je dis pas que notre podcast a rempli un besoin, mais peut-être il y a aussi une manière de raconter son histoire avec une autre point de vue. Quelqu'un qui, malheureusement, a fait des choix qui n'étaient pas judicieux, mais qui n'est pas, au final, un monstre total. Non, parce qu'il n'a jamais pris, alors, en tout cas, de ce que je sais de mes recherches, de sadisme à voir des personnes souffrir. Il n'était jamais là. En fait, les poseurs de bombes... Il a dû faire souffrir le gars avec le bois et le métal. Enfin, il n'avait pas d'empathie humaine. C'était un psychopathe, très clairement. Non, en fait, il se déconnectait de ça parce que les poseurs de bombes, en fait, c'est là où c'est particulier, c'est qu'ils ne voient pas les victimes. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a ce côté aussi de rebelles de société aux personnes qui sont mises en dehors de la société, en fait, qui n'ont pas leur voix, qui ne sont pas entendues et qui ensuite vont souvent faire des choix pas du tout judicieux pour se faire entendre, bien que Ted Kaczynski, c'était clairement quelqu'un de brillant et qui n'a pas écouté, qui est aussi au sein de Harvard, s'il vous plaît, a été torturé. Et est-ce que Harvard a été rattrapé sur le coup? Est-ce que Harvard, on arrête de faire ces choses-là? Parce qu'il y a les expériences de Stanford, il y en a plein de l'époque où c'est des choses faites absolument sans aucune moralité. Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses qu'on fait encore? Et ça, on ne sait pas. Et qu'on apprendra, je pense, plus tard. En tout cas, ces expériences ont été notées et ont été connues par la suite et jugées comme pas éthiques. Alors justement, les choses doivent continuer dans toute légalité, mais exactement, tu mets les doigts dessus, éthiquement et moralement parlant, devraient être abolies. Bien sûr. Et Harvard était complètement complice de ce genre d'expérience, était travaillé de main à main avec la CIA, et ce n'est pas normal. Et en fait, toute cette affaire repose sur beaucoup de choses. Alors, est-ce que tout ça fait que Ted Kaczynski est devenu le Unabomber ? Je pense que ça fait en grande partie. Je pense que c'est la séparation avec sa mère, plus cette expérience de Stanford. À mon avis, c'est deux éléments. What is that? Core memory. Et c'est ce qui fait que cette affaire est aussi intéressante que ça, sans parler du côté écologiste, sans parler de tout le côté révolutionnaire. Moi, tout ce qui me plaît, comment une personne en arrive à faire ce qu'il a fait. Et je trouve que Ted Kaczynski, c'est vraiment... Enfin, c'est fascinant. En fait, toutes ces expériences de petite enfance et ensuite ont fait que ça a façonné la personne qu'il est devenu. Et c'est plus que clair, quoi. Ben, moi, j'ai adoré ton histoire. Je n'ai pas besoin de regarder la version Netflix parce que je suis comblée. Mais si vous voulez, il y a donc le documentaire Netflix. Moi, j'ai regardé aussi un peu sur Wikipédia et sur le site du FBI. Et je vous conseille aussi de lire le manifesto. C'est un peu long, mais c'est très, très... Il y a des parties qui sont très intéressantes avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Voilà. Eh ben. Ted, si tu nous regardes, voilà. RIP. Bisous. Bisous, bisous. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et attends, je fais vite. Desmeurtresdivins@gmail.com, vos histoires. Like and subscribe. Mettez des étoiles. Plein d'étoiles. Charlotte a besoin de reconnaissance. Do it. Love you. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.